retour pour la dernière séquence de ce deuxième jour où nous allons à nouveau parler de solidarité. Et si les solidarités étaient à réinventer? C'est la question que nous allons nous poser dans un moment où nos sociétés sont traversées par l'isolement, par les inégalités, mais également par un besoin profond de lien. Face à l'essoufflement de certaines réponses traditionnelles, comment imaginer de nouvelles formes de solidarité? Quel modèle d'accompagnement, de financement, de coopération pour demain? Alors pour ouvrir cette réflexion, nous avons le plaisir d'accueillir un grand témoin qui explore depuis 15 ans ces enjeux au croisement de l'innovation sociale, du développement territorial et également de l'économie inclusive. J'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Hazard, fondateur et président d'INCO. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors on peut dire que vous observez depuis plusieurs années l'évolution de nos sociétés dans les territoires. Quel est votre regard aujourd'hui sur l'état de nos solidarités et aussi quels sont, selon vous, les signaux les plus préoccupants? Alors bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation sur un territoire que je connais bien, du sud-ouest et que j'apprécie beaucoup. Moi je viens d'un peu plus loin, de l'Occitanie, de la Haute-Garonne. Et on voit là-bas, comme partout ailleurs, que les solidarités, elles sont en train d'être mises à mal très durement, parce qu'on voit l'essor des inégalités, le fait qu'il y ait une métropolisation de plus en plus importante. Donc les grandes villes attirent, et quand les territoires ruraux tirent la langue. Et donc on voit que c'est de plus en plus difficile. Et au-delà de ça, c'est certes nos solidarités qui sont mises à mal, mais comment l'expliquer? C'est peut-être aussi parce qu'on est dans une société de plus en plus individualiste, de plus en plus tournée vers l'individu et non pas vers le collectif. Et là où avant peut-être l'État, les collectivités locales, l'Église, les religions, la famille, les syndicats avaient un rôle très important dans la structuration des solidarités, aujourd'hui on voit qu'elles sont petit à petit en voie de délitement. Et donc, c'est l'individu qui prime, et ça, c'est bien dommage, mais c'est pas nouveau. Durkheim, déjà, Émile Durkheim, le grand sociologue, à la fin du 19e siècle, disait les hommes n'ont plus personne à aimer ou à honorer, si ce n'est l'homme lui-même. On se retourne aujourd'hui vers l'individu, et c'est l'individu qui a une injonction à se réaliser soi-même. Et donc on se rend compte que ces solidarités-là, elles ne s'exercent plus qu'à titre individuel, et donc elles ne sont plus solidaires. Alors, vous parlez d'une forme de culture de l'individualité, et c'est étonnant parce qu'en même temps, la solitude est décrite et qualifiée comme un mal du siècle. Qu'est-ce que ça vous évoque? On a une grande... C'est vrai, déjà c'est vrai, la solitude, elle grandit de plus en plus dans toutes les catégories d'âge. Elle ne touche pas seulement les seniors, c'est aussi chez les jeunes. Je pense qu'il y a un vrai décrochage avec les réseaux sociaux et cette époque d'il y a 10-15 ans où les réseaux sociaux ont fait qu'on s'est isolé de plus en plus et on a accéléré un mouvement qui existait déjà. Aujourd'hui, la technologie, on est au milieu d'une révolution industrielle avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la technologie, elle nous isole finalement. Là où on pense créer du lien. Là où on pense créer du lien. Et souvent, elle nous isole et c'est un vrai problème. Il y a un auteur américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Robert Putnam qui a écrit un livre il y a 25 ans déjà, qui s'appelle Bowling Alone. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il y a de plus en plus d'individus qui vont aller jouer, alors c'est aux États-Unis, qui vont aller faire du bowling tout seul. Avant, on en faisait avec ses familles, avec sa famille, avec ses amis, avec ses collègues. Et aujourd'hui, de plus en plus, cette individualité fait qu'on est de plus en plus seul et qu'on préfère finalement être seul et on s'isole par rapport à tout ça. Et c'est d'autant plus vrai quand on est sur des territoires ruraux où c'est plus difficile de se déplacer, la mobilité, d'aller se former, de trouver un emploi, etc. Et donc, la solitude devient de plus en plus importante. Est-ce que le Covid a eu un effet aussi à renforcer la solitude? Le Covid, excellent. Deuxième accélérateur. Absolument. Il y a bien évidemment les réseaux sociaux et la crise polymorphe, et notamment la crise sanitaire, a vraiment isolé dans les comportements. En fait, ce qui est fou dans notre époque, c'est qu'on est de plus en plus angoissé, on est de plus en plus mal dans notre peau. Pourtant, on consomme pour essayer de compenser cette solitude, on consomme, on pense exister par la consommation et c'est bien le drame des sociétés dans lesquelles on est aujourd'hui. On n'a jamais consommé autant d'alcool, autant de drogue, autant de porno.
on n'a jamais consommé autant d'informations. On est obèse de consommation et pourtant on n'a jamais été aussi mal dans notre peau, aussi malheureux et aussi vide de sens. Et on n'a jamais autant utilisé le terme anxiété à bien des niveaux. Alors, vous travaillez dans de nombreux pays, donc de fait, vous êtes aussi confronté à des contextes variés. Est-ce que vous avez vu émerger de nouvelles formes de solidarité qui seraient plus agiles ou plus adaptées à notre époque ? En fait, ce qui est très intéressant quand on voyage un peu à travers le monde et qu'on voit ce qui existe, c'est que finalement, il n'y a pas des nouvelles formes de solidarité, c'est plutôt les formes de solidarité ancestrales qui prennent le dessus. Si je prends l'exemple du Japon, par exemple, et c'est vrai aussi pour l'Afrique, une grande partie du monde africain, et de l'Afrique, notamment en Afrique francophone, la famille est clé et absolument fondamentale. Donc les solidarités, elles s'exercent à l'échelon de la famille. Et donc, il y a une île que j'aime beaucoup au Japon qui s'appelle l'île d'Okinawa. L'île d'Okinawa, c'est l'île où il y a le plus de centenaires au monde. Oui, c'est vrai. Et donc, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont demandé pourquoi au Japon, sur cette île très isolée, finalement, il y a autant de centenaires. Quel est le secret ? Alors, il y a plusieurs choses. Le premier, c'est qu'ils ont tous un ikigai, c'est-à-dire qu'ils ont tous un sens dans leur vie, mais surtout, et pour les personnes âgées, bien évidemment, ils mangent pas autant que nous, ils font attention à leur nourriture, etc. Mais surtout, ils sont très actifs et ils vivent en communauté très très fort, et donc ils créent de la solidarité, notamment intergénérationnelle, qui est très très forte. D'ailleurs, les seniors habitent chez leurs enfants la plupart du temps, et donc il y a ces formes anciennes. Alors, bien évidemment, il y a des choses comme ça qui existent un peu partout à travers le monde, on ne peut pas le répliquer. Nous, en France, je pense qu'on a cette culture de se dire que la solidarité, elle passe aussi beaucoup par l'État. L'État, c'est souvent la maman par laquelle voilà, on pense qu'on peut s'appuyer sur elle et que du coup les mécaniques de solidarité vont se mettre en place. En tout cas, historiquement, c'est un peu la culture qu'on a eue. Mais je trouve, après tous ces moments de pessimisme et ce constat un petit peu alarmant qu'on a dressé, que finalement il y a matière aussi à être optimiste parce qu'on voit émerger des nouvelles formes de solidarité. C'est ça qui est important. Il y a des acteurs à travers les territoires, et pas seulement, et je dirais pas souvent dans les grandes métropoles, mais beaucoup sur les territoires ruraux, qui travaillent sur des nouvelles formes. Et c'est des acteurs, bien évidemment, le tissu associatif est absolument fondamental, c'est-à-dire que c'est lui qui porte aujourd'hui beaucoup de la solidarité. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des entrepreneurs qui innovent, qui inventent des choses dans plein de domaines. Dans le domaine du handicap, il y a des entreprises absolument incroyables qui développent des solutions innovantes en s'appuyant sur la nouvelle technologie pour les personnes notamment sourdes et malentendantes. Par exemple, aux Jeux Olympiques, c'est une entreprise française, une entreprise sociale française qui a fait toute l'accessibilité, et ça, on peut être très heureux de ça. Et fier. C'est très fier, bien évidemment. Il y a dans le domaine des luttes contre les discriminations, notamment faites aux femmes. Il y a énormément de choses sur la violence faite aux femmes aussi, portées par des associations. Aujourd'hui, on voit sur des territoires comment les antennes locales d'associations jouent un rôle très clé, parce qu'on a besoin de proximité par rapport à ça. Et la proximité dans un monde qui est de plus en plus global, on a besoin de plus en plus de local avec ça. Puis c'est vrai pour les migrants, par exemple. Il y a énormément d'entreprises, notamment une entreprise traiteur qui a accueilli beaucoup de migrants et qui les a aidés à s'insérer par l'activité économique. Donc il y a des formes nouvelles par l'insertion économique, par des voies associatives, par des voies de start-up à impact, etc. On voit qu'il y a un mouvement qui émerge, et ce, partout dans le territoire, et donc c'est plutôt la bonne nouvelle, et il y a une raison d'être optimiste. Et c'est vrai qu'on dit souvent que le lien, il se recrée à plus petite échelle, par exemple dans des projets locaux, des dynamiques collectives ou des lieux hybrides. Est-ce que vous avez des exemples peut-être de projets ou de territoires qui vous semblent inspirants et intéressants à nous partager ? Je vais vous prendre l'exemple de chez nous, de chez moi, dans le Comminges, à Saint-Bertrand-de-Comminges. Saint-Bertrand-de-Comminges, c'est un petit village en Haute-Garonne, où on a décidé, avec quelques-uns, notamment la maire du village et les habitants, de créer un lieu unique qui s'appelle la résidence de Saint-Bertrand, qui est un lieu qui soit une sorte de Villa Médicis de l'innovation rurale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on prend tous ceux qui innovent, tous ceux qui inventent des dynamiques en local pour pouvoir innover dans la ruralité. Parce que l'innovation, c'est pas l'apanage des grandes villes et des grandes métropoles. L'innovation, il y en a énormément
aussi sur les territoires ruraux, et c'est malheureusement ceux dont on n'entend pas beaucoup parler. Et c'est étonnant parce que, si je reprends l'exemple de la Haute-Garonne, la Haute-Garonne, c'est Toulouse, c'est des grandes entreprises qui font notre fierté, type Airbus, etc., qui voilà, sont des fleurons et des mastodons. Pour autant, ces entreprises-là, et pas que Airbus, mais plein d'autres, ne s'intéressent pas forcément à ce qui se passe dans le même département, et notamment dans le sud de la Haute-Garonne. Et donc, on voit que c'est les habitants qui se mobilisent, c'est des acteurs locaux qui se mobilisent pour donner accès notamment aux seniors, pour qu'ils puissent faire du sport, pour la prévention santé, parce que la prévention santé, c'est clé. On a été territoire Jeux Olympiques, d'ailleurs, Paris 2024, là-dessus. Mais c'est aussi recréer de l'activité économique, recréer des solidarités, recréer de la culture, recréer du lien. Et ça, c'est fondamental. Et en fait, comme disait Edgar Morin, il y a plein d'oasis qui existent partout sur le territoire. Et en fait, c'est comment on aide à les faire grandir, à changer d'échelle, parce que finalement, les solutions, on les a. Alors, si on s'intéresse plus en détail à votre projet, c'est intéressant parce qu'on voit dans les territoires se développer de plus en plus de tiers-lieux. La résidence, c'est un tiers-lieu ? Oui, c'est un tiers-lieu rural. Et vous pouvez nous en parler Bien sûr, c'est un tiers-lieu rural. Donc l'idée, c'est de faire deux choses à la fois. C'est-à-dire que les énergies et les solutions, elles existent sur les territoires. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé là et on a dit bon voilà, on va construire, on va faire venir des gens de Paris, allez venez et vous allez nous trouver toutes vos solutions super. Et voilà, et écoutez bien les gens du local, on va vous expliquer comment ça marche. Non, pas du tout. Les solutions, elles sont locales. Il y a des jeunes qui créent des choses. Il y a par exemple une entrepreneur qui est super, qui a inventé le drive tout nu. Le drive tout nu, c'est quoi ? C'est le premier drive, vous savez, quand on conduit en voiture pour aller dans un supermarché pour aller récupérer ses courses, mais sans emballage. Donc on arrive, on commande et on n'a pas d'emballage. Et donc du coup, ça marche. Et c'est que avec des produits qui sont créés, fabriqués à 100 km à la ronde. Donc on est vraiment sur du local. Et donc là encore, on va accompagner ces innovations pour qu'elles puissent se développer et elles puissent grandir. Mais c'est aussi créer de la solidarité, permettre par exemple à un médecin, permettre à un banquier de venir et de revenir dans cette vallée des Pyrénées un peu oubliée, de revenir pour avoir de l'activité une demi-journée par semaine. Donc c'est mettre à disposition tout ça. Ça permet de recréer aussi du service public. Recréer du service public et les faire revenir de manière intelligente. Puis c'est accueillir tous ceux qui voudraient venir, qui ont des projets, qui ont des idées. On est un espace de coworking, il y a beaucoup de choses. Et en fait, nous on n'est pas, on est un tiers-lieu parmi tant d'autres, mais il y en a beaucoup d'autres qui existent. Il y a beaucoup de gens qui font des choses assez extraordinaires. Nous, Inco, on est à la base un fonds d'investissement. Oui. Donc nous, on investit dans des entreprises à fort impact social et environnemental, mais que dans des entreprises à fort impact environnemental. Il faut que ça soit prouvé et démontré. Et on a investi déjà dans plus de 150 entreprises en France, vraiment en local. Et on n'investit pas que dans des sociétés, ça c'est important de le dire. On investit aussi dans des associations, dans des coopératives, dans les structures de l'économie sociale et solidaire, parce qu'on pense que toutes les différentes entités, toutes les différentes structures juridiques ont un rôle à jouer, et notamment dans la solidarité, sur le handicap, sur les problèmes et les difficultés autour de la santé, de la prévention santé. Nous, on fait beaucoup de choses là-dessus aussi depuis des années. On essaie de faire grandir toutes ces personnes et tous ceux qui ont des idées, et ça part du local. En résumé, il faut sortir de logique descendante pour aller vers des modèles plus coopératifs, plus collaboratifs et plus horizontaux, pardon. Il faut ouvrir les yeux, d'abord, parce qu'en fait, il y a tout ce qu'il faut, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de pouvoir, et encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui ont des idées très intéressantes et qu'il faut pouvoir voir. On est trop pris, on est obnubilé par les métropoles aujourd'hui. Je le vois comme c'est difficile. Alors certes, les métropoles, c'est super, ça permet de créer beaucoup de choses, beaucoup de dynamique, ça donne des emplois, un maximum de personnes, et c'est bien, il faut qu'il y en ait. Mais on ne nourrira pas la population et on ne créera pas de l'énergie durable dans les métropoles. C'est pas avec les toits potagers, en gros, qu'on va changer les choses et qu'on va nourrir les gens. Et c'est pas en mettant du photovoltaïque sur la tour Montparnasse qu'on va réussir à donner de l'électricité à tout le monde. Et donc là-dessus, il faut vraiment réinvestir dans nos territoires ruraux, et moi je pense que c'est fondamental. Surtout que quand on demande aux Français, il y a plus de 80% des Français qui disent qu'ils préféreraient vivre à la campagne que vivre en métropole.
Alors pourquoi on se dit ils sont masos, pourquoi ils vivent en métropole? Parce que c'est là où il y a les activités économiques, c'est là où il y a les opportunités. Et aujourd'hui, si on recrée plus d'activités économiques, si on investissait plus aussi sur les territoires ruraux, on recréerait des dynamiques, on permettrait de faire plus de local, de recouvrer de la souveraineté et en même temps, on permettrait à donner des opportunités à des gens qui ont aussi envie de changer de vie et avoir des opportunités là-dessus. Et ça va bien évidemment avec les services publics et tout le dispositif qu'il faut mettre en place. Mais ça, c'est une ambition pour l'avenir. Et justement, est-ce que réinventer les solidarités, c'est un projet politique au sens noble ? C'est un projet politique avec un grand P, bien évidemment. Réinventer les solidarités, c'est absolument fondamental. Et ça nous questionne intimement sur là où on a envie d'aller, sur la question du sens. De quelle société a-t-on envie? Et on ne se pose plus la question. Pourquoi? Parce qu'on préfère jouer à Candy Crush pour essayer de faire des lignes rouges, bleues ou vertes, plutôt que de se demander quel est le sens de tout ça, quel est le sens de nos actions. On se perd à éviter la question du sens collectivement et aussi à titre individuel. À titre individuel, j'ai le pouvoir de changer les choses, j'ai le pouvoir d'avoir un impact sur ce que je peux faire et je peux faire. Et on peut tous contribuer d'une manière ou d'une autre. C'est le fameux colibri de Pierre Rabhi qui fait sa part. Et je pense qu'on a tous un levier d'action à son échelle, en tout cas, pour le faire. Et ça, c'est très très fort et c'est ce sur quoi il faut qu'on puisse s'appuyer. Et c'est comme ça qu'on créera un projet politique où les solidarités seront au cœur, parce qu'elles doivent être au cœur de tout ça. Solidarité, bien évidemment, envers ses concitoyens et envers la planète, parce qu'on a un défi environnemental qui est gigantesque qui nous attend. Mais là encore, on a des solutions, on sait comment on fait potentiellement pour limiter le réchauffement climatique. Il y a des entreprises, il y a des associations, il y a des gens formidables qui font les choses, il y a des consommateurs aussi qui ont envie de faire mieux. Et voilà, on a tout ce qu'il faut, on a l'énergie, on a la boîte à outils, maintenant il n'y a plus qu'un. Allons-y. Ce que je vous propose, c'est qu'on va poursuivre nos échanges. Merci beaucoup. C'était une merveilleuse manière de démarrer notre réflexion. On va rejoindre dans un instant le deuxième espace avec Stéphane, justement pour continuer à parler solutions et actions concrètes. Effectivement, on va poursuivre maintenant les réflexions avec nos trois intervenants. Christine Gonzato-Roch, qui est vice-présidente en charge du développement social, de l'insertion et de l'habitat au conseil départemental du Lot-et-Garonne. Marc Leclerc, président de la mutuelle INEO. Et Séverine Salgado, directrice générale de la mutualité. Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents pour échanger. D'abord, peut-être, Madame la vice-présidente, pour rebondir peut-être sur ce que disait à l'instant Nicolas Hazard et sur ces difficultés, puisque vous occupez, je rappelle, les départements s'occupent beaucoup du social. Quelles sont aujourd'hui les réalités que vous constatez? Est-ce que la montée des inégalités, l'isolement social que décrivait Nicolas il y a quelques instants, ça correspond à ce que vous ressentez? Alors tout d'abord, je voudrais dire que les départements sont fiers d'avoir à assumer ce qu'on appelle les solidarités humaines et territoriales, puisque ces solidarités sont souvent entremêlées. Donc effectivement, les difficultés aujourd'hui sont criantes, notamment en termes de financement. Mais je dirais que dans le Lot-et-Garonne, on a depuis longtemps réfléchi à ce que vous disiez, la politique du colibri. C'est-à-dire, on a toujours été persuadé, et j'en donnerai des exemples, que les solutions sont dans les territoires. Les territoires, ce sont nos communes, ce sont nos communautés d'agglos, puisque nous avons des quartiers politiques de la ville qui sont forts en innovation également. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut être clair, la solidarité, très souvent, on l'a résumée à une allocation. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, c'est comment les gens sont en capacité d'identifier leurs besoins et de souvent trouver collectivement aussi des solutions. Et on les accompagne dans ce travail-là. Les solidarités, ça se réinvente au jour le jour, j'allais dire au quotidien, c'est votre vision des choses? Tout à fait. Il faut être agile, c'est un mot à la mode. On peut le faire dans le département de Lot-et-Garonne
parce que nous nous appuyons sur un réseau d'élus très actif au niveau du territoire, parce que nous avons un tissu associatif, notamment en économie sociale et solidaire, qui est très actif aussi et de longue date. Et puis, parce que ce paradigme de la proximité, on le vit au quotidien. Et si on n'a pas les capacités de s'adapter et d'aller voir, d'aller demander aux gens concernés par les politiques publiques ce qu'ils veulent qu'on en fasse, si on ne va pas chercher la participation, le pouvoir d'agir des habitants, eh bien, ça restera des politiques descendantes, effectivement, ça nécessite et on ne répondra pas aux besoins. Pour être réactif au quotidien, comme vous le dites, il faut être en partenariat aussi, vous ne faites pas tout seul. La mutualité, par exemple, ça peut être ça. La CARSAT, l'ARS, c'est des gens avec lesquels vous travaillez au quotidien pour être réactif. Exactement. Pour vous donner un exemple, concernant l'inclusion numérique, je vous rappelle, en 2018, on a tous été un peu sidérés. L'injonction des grands opérateurs publics, voilà, cette injonction de tout dématérialiser. Nous, dans le 47, sur nos 330 000 habitants, on avait un habitant sur deux qui n'avait pas la capacité à répondre à cette demande administrative. Et ce n'était pas possible. Donc, on a mis en place un plan d'inclusion numérique. Et pour cela, on est allé chercher des opérateurs locaux. On est allé chercher la CAF, on est allé chercher la CPAM, la MSA, on est allé chercher la CARSAT. Et ensemble, on a pu répondre aujourd'hui à France Numérique, ce qui est super. Et il y a eu je voudrais vous relater un exemple d'intelligence collective des territoires. Une asso qui s'appelle Transnumérique a réussi à être lauréat d'un de nos prix en économie sociale et solidaire. Et donc, ils ont récupéré du matériel informatique qui était inutilisé ou un peu obsolète. À partir de là, ils ont créé un atelier chantier d'insertion. C'est-à-dire qu'ils ont été labellisés par l'État, par le département, pour être centre de formation. Donc, ils ont permis à des gens qui étaient en recherche d'emploi, qui étaient allocataires du RSA pour la plupart, d'apprendre un métier. Donc là, il y avait de la solidarité en termes environnementaux, de la solidarité en termes d'insertion et de formation. Et en plus, ils ont mis en place aussi, aidé, bien entendu, je parlerai très vite du financement après, ils ont mis en place deux opérations qui s'appellent Parents connectés. Comme vous le savez, le département a en charge les collèges. Eh bien, dans 17 de nos collèges, et aujourd'hui c'est en train de prendre de l'ampleur, des parents qui n'avaient pas accès aux outils numériques indispensables aujourd'hui pour l'égalité des chances, pour suivre le parcours scolaire de son enfant, ce qu'on appelle Pronote et autres. Eh bien, ils leur ont fourni du matériel informatique à très bas prix, donc sur prescription des travailleurs sociaux, des secrétaires de mairie ou de CCAS. Ils leur apprennent à utiliser l'outil pour pouvoir avoir un effet préventif, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Et le financement, c'est un financement qui est multiple, puisque il va y avoir, c'est inscrit dans le contrat local de solidarité, l'État, enfin voilà, l'État, le département et les différents opérateurs. C'est un des exemples d'intelligence collective pour répondre à un besoin qui émane du territoire et auquel on répond collectivement. Marc Leclerc, pourquoi cette question des solidarités à réinventer, elle vous paraît extrêmement pertinente aujourd'hui? Alors d'abord, parce que pour nous, mutualistes, c'est une mission permanente. Séverine y reviendra peut-être, c'est dans notre raison d'être, construire ensemble les solidarités de demain. Pourquoi on en parle peut-être plus aujourd'hui et pourquoi il faut en parler encore plus? Le décor, il a été largement planté ces 2 derniers jours. Je ne vous refais pas tout le tableau, mais quand même en résumé, les transitions démographiques, écologiques, numériques, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça fait tout ça? Tout particulièrement la démographique, on sait qu'elle percute notre modèle de solidarité nationale et pas de façon mineure. Donc on sait qu'il faudra sans doute les redéfinir, les ajuster. On va peut-être aller de conclave en conclave sur les retraites. En tout cas, beaucoup disent que ce seront des thèmes centraux pour les campagnes politiques à venir, législatives, présidentielles. Moi, il y a un deuxième enjeu que je voudrais souligner qui fait qu'il faut en parler, et encore plus maintenant, c'est de rendre lisibles les choses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup empilé des systèmes.
Les Français n'y comprennent plus rien. Il y a un millefeuille, il y a eu des plâtrages. Pour citer un exemple qui va vous parler, quel Français sait que sa taxe sur la complémentaire santé finance la C2S, donc que ceux qui se payent des complémentaires santé financent la solidarité pour ceux qui peuvent moins le faire. J'ai été frappé, vous avez peut-être tous vu cette belle vidéo du Forum Jeune, où on entend à la fois des jeunes nous dire « c'est dingue en France comme on est protégé, la Sécu c'est génial », le suivant qui dit « il n'y a pas assez de solidarité », et puis un autre, enfin il n'y a pas assez de solidarité en France, et puis un autre qui dit « mais tout ça, ce ne sera pas pour moi, on ne pourra pas en profiter ». Donc il va falloir vraiment redonner confiance. Puis évidemment, ça pose, vous le savez, la question de l'articulation entre les différents dispositifs. La solidarité nationale, c'est une chose, elle ne résoudra jamais tout. L'État ne peut pas tout, comme on dit. Non, l'État ne peut pas tout, et l'État ne doit surtout pas faire tout, parce qu'on sait que quand il se mêle de tout, c'est compliqué. Donc il y a de la place pour d'autres acteurs, on en fait évidemment partie. Les mutuelles, elles incarnent une solidarité, elles sont même une solidarité incarnée, j'ai envie de dire, mais il va nous falloir réinventer cette complémentarité. Ouais. Donc en résumé, le modèle de base national, il est percuté. Deuxièmement, personne n'y comprend plus rien sur qui est solidaire de quoi, et on ne sait même plus s'il y a beaucoup de solidarité. Et puis, il faut reparler de cette complémentarité. Bon, ça me fait des bonnes raisons, à mon avis, de mettre ce thème à l'agenda. Séverine Marc a évoqué à l'instant la raison d'être. J'aimerais la rappeler, la raison d'être de la mutualité française, qui est la suivante. Se protéger mutuellement aujourd'hui pour ensemble construire les solidarités de demain. Alors, quelles sont pour vous les solidarités de demain et est-ce qu'il faut les réinventer ? Merci Caroline de rappeler notre raison d'être, parce qu'effectivement on l'aime beaucoup et je pense que tout y est dans cette raison d'être. Et si on repart de la définition de la solidarité, c'est quoi la solidarité? Elle procède d'une collaboration volontaire entre individus pour de l'entraide mutuelle. C'est aussi simple que ça, et je crois que dans ces conditions il n'est pas nécessaire de redéfinir la solidarité. Elle est d'actualité, elle va le rester. En revanche, ce qu'il est certainement nécessaire de réinventer, c'est le champ et les modes d'action de ces solidarités, pour au moins deux raisons. Parce que telles que nous les avons construites ces dernières années, eh bien nous les avons, c'est vous qui le disiez je crois madame, nous les avons certainement beaucoup trop institutionnalisées. Et donc aujourd'hui, la solidarité c'est au mieux vécu comme une aide, une allocation, voilà. Et donc au mieux c'est techno, voilà. C'est un peu complexe, c'est pas très lisible, mais bon voilà, c'est une allocation. Mais au pire, ça peut être vécu comme de l'assistanat. Et l'assistanat en général, c'est pas pour soi-même, hein, c'est pour les autres. C'est les autres qui sont des assistés. Et je pense qu'il y a un sujet potentiellement, c'est qu'il y a un enjeu presque démocratique. Et finalement, si on laisse filer ça, ça peut même se retourner contre la solidarité elle-même. Et donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est plutôt un retour vers le futur, parce que pas la peine de redéfinir la solidarité, et donc de revenir à la définition, et refaire de la solidarité un vrai objet politique, un vrai, Nicolas l'a dit, mais un vrai objet social, un vrai vecteur de création de liens sociaux, parce que c'est uniquement comme ça qu'on pourra refaire de la solidarité. Parce que les fondamentaux sont là. Les fondamentaux sont là. Enfin, voilà, en tout cas, pour moi, je trouve qu'on n'a pas besoin de la réinventer à ce niveau-là. En revanche, quelle nouvelle forme ou quelles nouvelles expressions pourrait prendre la solidarité? Tout d'abord, déjà en s'appuyant sur ceux qui la font déjà. Alors, bien sûr, il y a le mouvement mutualiste, mais il y a aussi tout le tissu associatif. Il rencontre de grosses difficultés, mais il n'a jamais été aussi nombreux, en fait, ce tissu associatif. On peut aussi s'appuyer sur les entreprises. Il y a tout ce mouvement de développement d'entreprises à impact, d'entreprises à mission. C'est intéressant si, évidemment, toutefois, c'est pas du purpose washing, hein, mais bon, voilà. Mais je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur cette dynamique. Il faut aussi qu'on s'appuie sur les élans de solidarité qui, finalement, sont là, toujours un peu latents et dormants. On l'a vu avec Chido, on l'a vu avec le Covid. Et puis, il faut s'appuyer aussi sur les nouvelles formes d'engagement qui se renouvellent dans la société. On l'a vu dans le cadre du Forum Jeune. On a des jeunes qui globalement sont engagés ou souhaitent s'engager. Il faut juste qu'on arrive à transformer les émotions en action et donc à accepter aussi
que voilà, c'est pas un engagement nécessairement dans la durée, mais c'est un engagement qui est tout aussi sincère. Et moi aussi, j'aimerais bien donner quelques exemples en fait de solidarité qui peuvent s'incarner. Alors ça peut s'incarner à des niveaux très très micro. Alors je ne savais pas que Nicolas était de Toulouse, mais moi j'ai un autre exemple à côté de Toulouse, c'est la Ménardière. C'est pas mal, hein. La Ménardière, alors c'est quoi? C'est 14 retraités connus, au moins un couple assez connu à Toulouse, 14 retraités qui ont acquis en commun une bâtisse à la Ménardière, donc un bourg rural, et qui ont choisi de l'acquérir en commun et d'en faire donc des espaces de vie qui leur sont propres, mais aussi des espaces de vie communs. C'est aussi chambre d'hôtes. Ils accueillent aussi des artistes en résidence. Et en fait, voilà, tout simplement, ils luttent contre la solitude. Et ils ont une alternative à l'EHPAD. Et alors, on a parlé d'Okinawa, mais il y a 5 blue zones en fait dans le monde où il y a des centenaires et des super centenaires. Et dans ces 5 blue zones, alors ça peut être en Sardaigne, au Costa Rica, je n'aurai pas la liste complète, mais à chaque fois, le critère commun, le critère commun, c'est l'engagement social et l'engagement familial. Puis j'ai un autre exemple. Alors cette fois-ci, c'est dans la ville dans laquelle je réside, c'est à Montreuil. Et là, ça peut aussi réconcilier quelque part les préoccupations environnementales et ce rapport à la propriété qui est en train d'évoluer, où on a mis en place une bibliothèque des objets. On a tous des objets chez nous qu'on va utiliser 1 fois, 2 fois, 3 fois dans l'année. C'est l'appareil à raclette ou c'est la tondeuse ou que sais-je, ou la perceuse. Eh bien, on l'a mis à disposition dans une bibliothèque qui compte une adhésion très modique. Tout résident montreuillois, en tout cas toute personne qui a adhéré à la bibliothèque peut l'emprunter comme dans une bibliothèque. Et je trouve ça assez intéressant de voir qu'il y a une forme d'économie du partage qui se crée autour de ça. Et là, ça fait un peu écho pour le coup à ce qu'a dit Christophe Samples pour ceux qui ont eu le plaisir de l'écouter ce matin. Mais en même temps, il ne faut pas non plus oublier, parce qu'on parle beaucoup de local, mais on vit dans un monde très globalisé et on a un contexte géopolitique qui est voilà, incertain, pour le dire simplement. On a effectivement un vieillissement démographique, mais qui n'est pas, qui est essentiellement dans nos pays, mais avec un rajeunissement dans les autres pays, ça a été dit aussi hier. On a une crise environnementale et je crois qu'il faut aussi quelque part qu'on se prépare collectivement à une amplification des phénomènes migratoires et qu'il faut qu'on se prépare aussi à les accueillir, à les anticiper, parce que nos systèmes de solidarité vont être percutés de plein fouet. Et donc, il faut qu'on y réfléchisse aussi. Donc, c'est à la fois du local et du global. Merci beaucoup Séverine, on en a parlé en effet ce matin avec Carole Azé. Alors, on va attaquer le volet financement que vous mentionnez toutes et tous. Nicolas, on commence par vous. Vous plaidez pour une autre manière de penser la valeur en économie. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour financer ce qui n'est pas rentable, mais ce qui fait du bien à la société? Oui, c'est tout. L'argent, c'est toujours le cœur du problème, de toute façon. Donc, autant l'affronter directement parce que c'est absolument fondamental. La question, c'est surtout qu'on mesure aujourd'hui la manière dont on mesure la valeur. Tout un chacun, quand on commente les économistes, quand ils commentent les politiques, on parle que du PIB. C'est-à-dire que le PIB est devenu l'outil, le seul outil qui s'est imposé. D'ailleurs, l'histoire du PIB montre, d'ailleurs, ça a été inventé dans les années 30, que son fondateur même avait dit ça ne mesure absolument rien à part ça, mais ça ne représente absolument pas la valeur, mais c'est devenu l'alpha et l'oméga de la valeur et dans la manière dont on le calcule. Moi, je suis un grand turiféraire depuis longtemps de dire qu'il faut aussi parler de rentabilité, pas que économique, mais de rentabilité sociale et environnementale. Et je pense qu'on partage ça aujourd'hui tous ensemble pour dire que la valeur, c'est aussi l'impact qu'on peut avoir et l'impact qu'on a et l'empreinte qu'on a en tant qu'organisation. Et vous, mutualistes, vous, organisations mutuelles, vous êtes en plein dedans. C'est-à-dire que, bien évidemment, vous avez un chiffre d'affaires, mais vous avez aussi une empreinte très très forte qui est sociale et environnementale. Le problème en France, c'est que nous, on aime bien se draper derrière des valeurs en disant nous, on a des grandes valeurs, etc. Sauf qu'aujourd'hui, c'est bien d'avoir des valeurs, mais il faut parler le langage de la preuve. Il faut démontrer qu'au-delà des valeurs, ça se transforme en action concrète et en vraie rentabilité, en vrai impact social et environnemental. Donc il faut recalculer la valeur et la redéfinir. Et pour moi, ça part même, d'un point de vue macroéconomique, par une redéfinition de la fiscalité. Je ne comprends pas aujourd'hui qu'une entreprise qui a un impact social positif, qui permet de créer de l'emploi local, qui permet de lutter contre le réchauffement climatique, paye autant d'impôts qu'une entreprise qui n'en a rien à faire.
Et aujourd'hui, on est dans un monde, et c'est d'autant plus important, et vous le disiez, on est dans un monde où le greenwashing, le social washing, la communication prend tellement de place qu'aujourd'hui, on ne peut pas juste se dire « Ah ben moi j'ai des valeurs, moi je fais ci, moi je fais ça », parce que de toute façon, on est pris dans un tourbillon d'annonces et à savoir qui est le plus vert et qui est le plus vertueux et le plus socialement impactant. Et donc, il faut revenir à la mesure, et pour ça, il faut mesurer l'impact, il faut le prouver. Nous, on a développé sur nos fonds d'investissement, on investit avec une moitié de critères qui sont des critères financiers, et l'autre moitié de nos critères sont des critères extra-financiers. Alors, est-ce que l'un exclut l'autre ? La bonne nouvelle, c'est que non. On peut concilier les deux, et on peut avoir une approche où à la fois on crée de l'emploi, on crée de la richesse, du PIB, parce que c'est nos petites économies qui sont sur ces différents comptes, donc on a quand même envie d'avoir un retour sur investissement. Il ne faut pas être complètement bisounours. Mais pour autant, on sait que l'argent, il contribue pour avoir un impact positif, en local notamment, créer de l'emploi, qui permet d'avoir un impact environnemental. Et voilà. Et pour ça, il faut pouvoir changer, et y compris la fiscalité, pour pouvoir intégrer ces paramètres-là, y compris sur la TVA, qui est déjà une fiscalité qui est assez injuste en global, mais là, en tout cas, intégrer des critères environnementaux et sociaux, ça me paraît fondamental, sur l'impôt sur les sociétés, sur les différentes assurances vie qui existent, tous les produits d'épargne qui existent, petit à petit intégrer ça, pour que enfin, quand on est consommateur, on voit vraiment l'impact qu'on a, et pour ça, il faut légiférer au niveau français, mais aussi au niveau européen, et ça, c'est une grande bataille à mener dans les années à venir. Changer les indicateurs et intégrer la mesure d'impact. Séverine, ils sont où les leviers pour financer les solidarités, alors d'aujourd'hui, mais plutôt celles de demain, c'est celle dont on parle aujourd'hui, et quelle place finalement pour le modèle mutualiste, ni public et non lucratif ? Oui, c'est ça. Alors nous, clairement, nous ne promouvons ni le tout État, ni le tout privé, bien sûr. Nous sommes des militants de la sécurité sociale, ça a été dit à plusieurs reprises. Nous sommes des militants de ces missions, mais nous ne sommes absolument pas partisans d'un tout sécurité sociale, parce que ce serait se priver en fait de ressources et d'espaces d'innovation qui seraient assez délétères pour la couverture et l'anticipation des besoins de nos concitoyens. Et ni tout privé non plus, parce que si statut ne fait pas vertu, ça aussi je crois que ça a déjà été dit depuis hier, si statut ne fait pas vertu, en tout cas nous on est assez convaincus que la solidarité elle ne peut pas être prise en charge par des acteurs financiarisés en particulier, et la cohésion sociale, la petite enfance, le grand âge, le handicap ne peuvent pas et ne doivent pas fonctionner selon des logiques de marché, ça nous paraît assez clair. D'où l'idée d'une troisième voie, effectivement. C'est ce que nous développons, c'est-à-dire une troisième voie, c'est pas uniquement le mutualisme, c'est l'ensemble des acteurs de l'ESS qui font avec leur mode d'entreprendre, leur mode d'agir, leurs valeurs, font autrement. On mesure notre empreinte maintenant depuis 3 ans, en tout cas c'est la 3e année cette année, et on voit bien qu'on a une valeur ajoutée sociale, une valeur ajoutée sociétale. On voit bien les impacts de nos actions là où nous sommes implantés sur le territoire, notamment lorsque nous avons des services de soins et d'actions mutualistes. Et donc voilà, on poursuit dans cette définition de la troisième voie, et c'est pas complètement théorique. Il y a une jurisprudence européenne qui est en cours de consolidation, qui est assez intéressante, et qui est en train de tranquillement conclure au fait que des pans entiers de la cohésion sociale, en tout cas qu'il est légitime que des pans de la cohésion sociale ne soient pas confiés à des acteurs privés. Donc voilà, moi j'ai la faiblesse de penser devant vous, c'est peut-être un peu facile, mais que en tout cas nous en mutualité on a des atouts, et nos principaux atouts, c'est notre mode de gouvernance qu'on partage avec d'autres acteurs de l'ESS, comme l'a dit tout à l'heure Antoine Détourné. Il faut qu'on arrive au-delà de ça, au-delà de nos modes de gouvernance, à embarquer toutes nos parties prenantes et à recréer des espaces de discussion et d'échange. Alors on a eu un très bel exemple la semaine dernière avec les journées du pacte du pouvoir du vivre qui se sont tenues à Nantes, et c'est aussi tout le sens des états généraux de la santé et de la protection sociale qu'Éric Chenu a annoncé vouloir lancer ce matin devant la ministre. Oui.
J'allais vous poser la question de savoir comment font les élus quand ils sont, parce que ça arrive, des maires qui sont courtisés aussi par des entreprises très financières, qui cherchent la rentabilité, qui veulent installer des résidences autonomie sur les territoires. Comment ils réagissent, les maires? Est-ce qu'ils se tournent vers vous en disant, est-ce que vous avez des solutions à nous proposer autres? Tout d'abord, je voudrais juste réagir sur les questions de financement. Il ne nous a pas échappé que les solidarités, l'action sociale, l'aide sociale apportée par les départements, c'est une compétence obligatoire. Par contre, c'est souvent des solidarités dites nationales qui sont assumées par les départements. Donc je voudrais juste vous dire au nom de l'ADF que depuis hier, 18 juin, eh bien, ce sont les départements qui, pour le reste de l'année, assurent à leur charge intégrale la solidarité dite nationale. Une fois que cela est dit, voilà, on se débrouille différemment, mais toujours en essayant vraiment de... On vous charge la barque, si je puis... Pardon ? On vous charge beaucoup la barque. On nous charge la barque. Cette barque, on est heureux de la faire voguer, mais quelquefois c'est difficile. Alors pour répondre à votre question, effectivement, on a eu toute une vague il y a quelque temps d'opérateurs privés, lucratifs, qui venaient courtiser nos maires dans les territoires, dans les communes, notamment les communes rurales, en promettant de petits établissements pour accueillir des seniors, établissements clés en main, pourrait-on dire. Ces établissements, la plupart du temps, ont un niveau d'entrée au niveau financier qui est complètement hors de portée des habitants du Lot-et-Garonne, puisque 80% de notre population peut prétendre à un logement social, hein, pour que vous vous rendiez compte un petit peu des vulnérabilités. Donc ça ne correspond absolument pas à des besoins locaux. Absolument pas à des besoins locaux. Donc, par contre, ces personnes, ces seniors, qui vivent sur les territoires ruraux souvent depuis longtemps, ont envie de rester sur ce village et sur cette commune ou sur ce quartier en ville. Les maires ont besoin de garder de la population pour qu'il y ait du service public, pour qu'il y ait des commerces, pour qu'il y ait des acteurs culturels, associatifs qui puissent continuer à fonctionner. Donc le département a lancé un appel à projets que l'on a voulu socialement adapter à notre population et répondant donc aux besoins et de la population et des seniors. On a répondu à des maires qui s'engageaient auprès de bailleurs sociaux souvent, mais ça pouvait aussi être une commune qui se portait comme porteur immobilier d'un bien, et puis ensuite d'une association qui va animer la vie partagée au sein de cette maison, un peu comme... c'est de l'habitat participatif, c'est de l'habitat partagé, habitat inclusif, habitat intégré, on peut lui donner tous les noms qu'on veut. Dans tous les cas, chacun est chez soi, mais construit cet habitat, cette façon de vivre avec des lieux et des temps communs, ce qu'on appelle un projet de vie partagé. Et donc, on a financé de l'investissement, on finance du fonctionnement, mais en mobilisant des fonds de la Caisse nationale, enfin de la CNSA. On mobilise des fonds européens via la CNSA aussi. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui avec 13 projets qui sont complètement adaptés aux besoins du territoire. C'est-à-dire les maires sont ravis parce qu'ils ont pu restaurer des centres-bourgs, économiser du foncier souvent aussi, puisque c'est un problème. Et les gens restent effectivement sur leur territoire. Donc voilà, on voit qu'il y a des solutions. Est-ce que la morale de l'histoire, pardonnez-moi, c'est pas laissons aussi les territoires expérimenter eux-mêmes des initiatives? De toute manière, c'est expérimenter et soyons à l'écoute. Les gens sont en capacité d'exprimer leurs besoins, mais en exprimant leurs besoins, ils sont aussi très souvent capables de trouver des solutions. Mais encore faut-il leur donner des lieux, du temps pour partager, pour dialoguer et pour construire ces solutions. Et à partir de là, les collectivités, chacun à son niveau, ou les acteurs sociaux viennent accompagner. Ça s'appelle du développement social territorial. On n'a rien inventé, mais je crois qu'il faut revenir à un bon sens naturel, quoi. Bon sens terrien.
Marc Leclerc, vous alertez aussi sur les effets de la réforme de la PSC, sur les logiques de solidarité. Quels sont les effets, plutôt néfastes a priori, que cette réforme a pu avoir ? Effectivement, c'est les 3 lettres que je n'ai pas employées tout à l'heure dans Oui, mon introduction. c'est vrai. Tout le monde a Bah, sur je le bout des lèvres. les offre. Donc, évidemment, merci de l'amener. Je vois d'ailleurs Serge Brichet dans la salle. Il nous a fait le plaisir d'être avec nous à notre Assemblée Générale il n'y a pas longtemps. Et on a évidemment beaucoup parlé de ça et on n'a pas fini d'en parler. Alors, il faut bien voir que cette réforme de la protection sociale, ce n'est pas juste une petite évolution réglementaire, une généralisation de quelque chose. C'est vraiment un changement de paradigme très profond pour les modèles que nous avions construits pendant des décennies, nous, les mutuelles de la fonction publique. Ça change fondamentalement la relation entre l'adhérent et sa mutuelle, qui n'est plus une relation directe, démocratique, où en gros tout se décidait dans nos AG et où on construisait l'ensemble des dispositifs comme on le voulait. Aujourd'hui, on a ce jeu à 3 avec l'État employeur, avec évidemment celui qui sera retenu pour le faire, et puis les adhérents. Donc derrière, les mécaniques contractuelles, des appels d'offres publics, a priori tous les 6 ans, des problématiques de standardisation. Donc ça change beaucoup de choses. Il y a des dispositifs d'accompagnement qui sont prévus dans ces contrats. Oui, alors c'est vrai qu'il ne faut pas caricaturer la PSC, la réforme de la PSC. Il y a des degrés de solidarité qui sont prévus. Souvent dans les régimes d'entreprise, on parle du haut degré de solidarité. Ouais. Et donc là, il ne faut pas caricaturer. Donc mais évidemment, il y en a. Mais c'est très normé. Alors c'est normé. Alors il y a eu des petits ajustements entre ministères qui ont pu être faits, mais il y a quand même de la solidarité intergénérationnelle, déjà à l'intérieur de l'entreprise, pas de tranche d'âge, actifs, retraités avec des systèmes de plafond, une petite limite, ça ne doit pas coûter plus de 10%. Il y a des solidarités familiales, 3e enfant, des plafonds aussi, et des dispositifs solidaires, un 0,5% de la cotisation et un 2% de la cotisation, pour aider ceux qui en ont le plus besoin, sans compter la portabilité 1 an. Mais tout ça, ça existait quasiment déjà dans nos mutuelles, donc rien de neuf. Mais au passage, on en a un peu perdu. Alors je vais prendre des exemples qui nous concernent. Mais vos adhérents, est-ce qu'ils se sentent un peu finalement dépossédés des dispositifs de solidarité qu'eux-mêmes en tout cas, notre modèle démocratique, il en est clairement dépossédé. C'est plus dans nos AG qu'on en décide l'essentiel. Donc il va falloir qu'on y décide des compléments, des interstices où on va pouvoir continuer à exprimer cette solidarité qui s'exprimait dans nos communautés. Alors particulièrement, moi, c'est la communauté militaire, vous savez. Quelles sont les principales solidarités qui sont perdues, selon vous ? Alors, ce qui a été perdu, je vais prendre des exemples dans notre cas. Nous, on a perdu, par exemple, des dispositifs qu'on avait sur le handicap, sur les orphelins, sur la problématique de la cotisation des veuves. Donc évidemment, ces sujets, ils finissent par revenir sur la table. Nous, on veut les maintenir, mais ça pose assez crûment la question de qui le paye. Parce que si le régime ne le prend pas en compte, oui, et qu'il y a des appels d'offres qui tirent les prix vers le bas, l'État achète du prix en gros, qui va payer ça? Est-ce que c'est juste de le faire payer à ceux qui restent sur des contrats individuels? Voilà toutes les questions posées qui font qu'il faut. C'est-à-dire que l'État vous dit, mettez en place par exemple des actions de prévention, mais il n'y a pas de financement derrière. Oui. Alors ça c'est l'autre exemple, alors même si on peut dire c'est une solidarité ou pas, la prévention, on nous demande d'en faire, il n'y a pas de financement prévu, et en même temps on tire les prix vers le bas. Donc quand même une drôle d'équation. Même si dans certains ministères, j'ai entendu dire que ça avait été un petit peu plus clair, un petit peu plus clarifié, et tant mieux. Donc qui finance la prévention, ça rentre dans les frais de gestion, on en a beaucoup débattu de cette question un petit peu stupide. Et en plus, les frais de gestion, on a une pression énorme avec ces logiques concurrentielles qui redessinent le paysage. Je ne vais pas reprononcer le nom d'Alan, sinon je vais faire un débat. Non, mais on voit bien que la pression contre ce type d'acteurs, nous, ça réduit toutes nos marges de manœuvre. C'est les retraités qui payent finalement les dispositifs de prévention ? Alors, ils vont en payer une partie, ceux qui les concernent. En fait, je ne vais pas répondre directement à votre question parce que c'est justement ça qu'il faut réinventer. C'est qui paye quoi, et qu'est-ce qu'on trouve logique de faire. On comprend à ce que fera le régime, et puis il y a tout ce qui ne dira pas et tout ce qui ne fera pas. Donc voilà, c'est un gros bazar pour les mutuelles de la fonction publique. Je suis sûr qu'il y en a pas mal dans la salle. Séverine, on va parler de la solidarité intergénérationnelle qui est souvent présentée comme une valeur fondatrice du mutualisme. Dans un monde où les générations ne travaillent plus ensemble, ne vivent plus ensemble, ne votent pas nécessairement de la même manière, comment est-ce qu'on fait pour recréer du lien entre elles ?
Oui, en effet. De toute façon, notre système de protection sociale, il est basé sur la contribution de chacun pour tout le monde. Enfin voilà, donc chacun cotise pour les autres. Donc effectivement, par construction, il y a de la solidarité intergénérationnelle. Il y a aussi d'autres formes de solidarité, mais il y a au moins la solidarité intergénérationnelle, et c'est ça qui fait la force du collectif, et c'est ça qui nous permet de nous protéger mutuellement contre les aléas et les sinistres. Donc du coup, c'est vrai que ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas reconstruire un modèle de protection sociale si on n'adresse pas cette question des solidarités intergénérationnelles, pour les raisons qu'a mentionné Marc, clairement, mais qui ne sont jamais que la prolongation de toute une dynamique, une tendance sur les 10 ou 15 dernières années, où en fait on a segmenté l'accès à la protection sociale, et notamment à la protection sociale complémentaire, et on s'est retrouvé, nous, en incapacité de pouvoir poursuivre nos mécanismes de solidarité. Parce que voilà, on est dans un univers concurrentiel, et il y a des règles qui s'imposent à nous de fait. Et quand en face de nous, effectivement, c'est le signal prix qui va en première intention être celui qui sera le mieux capté, c'est compliqué de maintenir des hauts degrés de solidarité. Donc effectivement, il faut qu'on retrouve des moyens de réintroduire des solidarités intergénérationnelles. Alors on a des idées, on a des idées pour la partie vraiment complémentaire santé. On voit bien où sont les postes de dépenses où il y a des dépenses qui croissent avec l'âge, comme on dit, et donc là où on pourrait peut-être distribuer autrement et redéfinir une autre articulation entre la sécurité sociale qui, elle, porte un vrai système de solidarité nationale, et nous-mêmes qui portons un système de mutualisation, c'est une première chose. Et puis ensuite, à nous aussi de voir comment est-ce qu'on s'organise autrement. On a parlé des propositions que nous avons formulées pour refondre la complémentaire santé et refondre le contrat solidaire et responsable. Donc oui, là, on a des poches en redonnant de la liberté à nos adhérents, mais du coup, ce ne sont plus que les adhérents individuels, mais en leur redonnant de la liberté de choix pour choisir des garanties qui correspondent à leurs besoins. En effet, on peut peut-être retrouver de la solidarité intergénérationnelle. En tout cas, très clairement, sans vouloir convoquer de grands mots ou de grandes notions, c'est clair qu'il est peut-être temps aussi, nous tous, qu'on renoue peut-être avec la philosophie de la solidarité, avec le solidarisme. Je pense que ça nous ferait à tous du bien de relire tout ça pour retrouver un peu nos fondamentaux. On va donner la parole à la salle dans un instant. Peut-être 2 questions pour terminer, des questions communes. Donc on va vous demander des réponses plutôt courtes aux uns et aux autres. Caroline. Déjà, si vous deviez formuler une priorité ou une conviction forte pour réinventer nos solidarités de demain, quelle serait-elle? Une idée forte, rapidement, pour chacune et chacun. Être toujours centré sur le souci de l'autre, en considérant que l'autre a souvent la solution. Marc Leclerc. Moi, je vais être un peu terre à terre. Je vais dire que tout commence par le socle national qui doit être lisible, équilibré, compréhensible et connu des gens, et qu'on y ait confiance. Parce que c'est vraiment les fondations sur lesquelles on peut construire des solidarités complémentaires, sur lesquelles nous, évidemment, mutualistes, on a notre carte à jouer avec le tissu associatif et bien d'autres. Séverine, et on finira par Nicolas. Allez, l'éducation ou l'encapacitement, comme on dit en bon québécois. Et Nicolas? Moi, c'est la mesure d'impact, parce qu'il faut que ce système il reste perçu comme équitable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et de moins en moins. Et donc pour ça, il n'y a rien de mieux que les scientifiques, les études, les données, et donc la mesure d'impact. La parole est à vous maintenant dans la salle, si vous êtes encore en vie. La chaleur est quand même accablante. Non, je ne parlais pas parce que vous vous ennuyez sur la table ronde, attention, non, surtout pas. C'était la chaleur dont je parlais, parce qu'on la sent de plus en plus sur la scène, j'imagine en salle aussi. Je vois les éventails qui s'agitent. Je vois une question là, juste derrière, numéro 3. On va vous donner la parole. Bonjour monsieur. Oui, bon, je vous remercie beaucoup pour vos interventions. J'aurais une question sur le financement, notamment des minima sociaux en termes de solidarité. Parce que j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, le système, c'est quand même un grand bordel.
dont personne ne comprend plus rien, un petit peu comme la fiscalité française. Et comme on parle d'inventer des nouvelles solidarités, au regard de ce qui a été dit aussi dans la dernière phrase, sur le fait de rendre ce socle un peu plus lisible, est-ce qu'on n'a pas aussi, à un moment donné, la nécessité de remettre à plat ce qu'on décide de faire de manière à ce que ça soit limpide, lisible et clair, sur la base, par exemple, de ce qui s'imagine depuis longtemps autour du revenu universel? Bon, alors en tant que département, je vais essayer de vous répondre. Effectivement, ce qu'on appelle les allocations, les AIS, allocations individuelles de solidarité, vous l'avez cité, c'est le revenu, c'est le RSA, c'est l'APA pour les personnes seniors, et c'est la PCH, la prestation compensatoire du handicap. Ces 3 AIS sont l'expression de la solidarité nationale. Mais vous l'avez compris dans mes propos tout à l'heure, ils ne sont pas effectivement, ils ne sont pas financés, compensés, on dira, à 100%, loin de là, par l'État. Alors, ça c'est une chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les ressources propres des départements qui vont compléter ces allocations. Donc ça veut dire que effectivement, mais il va falloir après faire des choix pour essayer d'augmenter les recettes. C'est ce qu'on essaie de faire, les départements, et puis de gérer au mieux les dépenses. Concernant le revenu minimum, enfin le revenu universel. Effectivement, ça s'appuie sur le fait que chacun a une utilité sociale et que ça pourrait être peut-être une solution. Quoi qu'il en soit, ce projet il est porté depuis une quinzaine d'années maintenant. Il y a eu vraiment des études très pertinentes là-dessus. Pardon ? Oui. Alors oui, il y a des territoires expérimenteurs. Maintenant, bon, on est effectivement aujourd'hui dans une période où c'est compliqué. On pourrait collectivement, mais ça dépend, enfin, c'est à un niveau national. L'expérimentation, faut-il encore en tirer des conclusions, voir si c'est reproductible. Voilà. Marc Leclerc. Non, juste, Séverine, on se fait un petit plaisir quand même. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas de taxer les mutuelles pour financer le trou de la Sécu qui donne de la visibilité au système. Et je crois qu'on a une autre. Ça fait du bien. Du côté de du bien. Bruno, c'est ça? Bonjour monsieur. J'ai une question toute simple. Pourquoi pas pour créer du lien entre les seniors, s'aventurer à créer l'UCPA, c'est fait pour les jeunes, et créer un UCPA pour les seniors dans les territoires, pour les week-ends, etc. Très belle idée. Créer de l'animation gratuite et désintéressée, ça fonctionne depuis longtemps. Vous avez des connaissances de ça, Nicolas, ou pas dans les territoires? Oui, il y a énormément de dispositifs qui existent, mais pas assez suffisamment pour que vous ne soyez pas au courant de tout ça. En fait, ça se fait de manière territoriale extrêmement localisée. C'est des petites associations. Et encore une fois, on voit le poids et l'importance des associations, les millions d'associations qui existent en France et qui exercent la solidarité et la portent là-dessus. Et donc, oui, il y a besoin de faire savoir encore plus et toujours plus ce qui existe et les mettre en avant, les mettre en valeur. Il n'y a pas que les startups, il y a aussi les associations. Donc voilà, c'est à notre rôle, c'est à nous aussi de le faire et de les financer, parce que je dois dire aussi que s'il y a beaucoup effectivement de difficultés pour les départements notamment, et pour les collectivités locales en règle générale, le financement associatif, c'est une énorme question, une véritable question, notamment pour tout ce qui est fonds propres associatifs, où c'est extrêmement difficile. Il y a de plus en plus d'associations qui mettent la clé sous la porte parce que les financements sont en diminution. Et donc, c'est aussi de réfléchir à des outils. Nous, c'est ce qu'on fait chez INCO. Nous, on finance des associations en haut de bilan, c'est-à-dire qu'on va vraiment être sur du quasi-fonds propre pour elles, pour pouvoir les aider, les structurer. On finance d'ailleurs l'UCPA, donc merci beaucoup pour la pub, parce que c'est une structure associative extraordinaire qui existe depuis des dizaines d'années. Mais voilà, le financement des associations, c'est aussi le chaînon manquant pour recréer et repenser les solidarités demain. Avec de grosses inégalités régionales dans le soutien des associations. En tout cas, pour enfoncer le clou, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas nous qui inventerons tout, qui ferons toutes les innovations. Et je crois que toutes les mutuelles le font. Ce qu'il faut, c'est qu'on fasse vivre des écosystèmes autour de nous. Effectivement, il faut dedans des financeurs et des faiseurs.
hein, et donc des gens qui ont des idées. Et Nicolas le disait très bien tout à l'heure, il y a des idées partout, et à nous aussi de les faire vivre. Toutes les solutions ne sont pas uniquement dans nos maisons. Chaque département a une conférence départementale de la prévention de la perte d'autonomie, du financement de la prévention de la perte d'autonomie, une conférence des financeurs. La mutualité, je préside celle du 47, on soutient une cinquantaine d'associations qui portent des actions très diverses, hein, des associations qui s'adressent à des seniors, c'est quasiment 1 million par an qui est dispatché sur le 47 avec des fonds de la CNSA, mais abondé par la mutualité, le département et autres. Et on a encore une question du côté de Bruno, et c'est Voilà, la dernière. question. Oui, bonjour. Depuis quelques années, on a vu apparaître de manière un peu plus importante des mutuelles communales. Moi, j'aimerais bien savoir si aujourd'hui on a un retour sur ce modèle économique et sur, alors sinon sa viabilité, du moins son fonctionnement. J'ai jamais entendu parler. Racontez-nous, c'est quoi ? Alors, les mutuelles communales, déjà, ça n'a de mutuelle que de nom, parce que c'est souvent des associations un peu coquilles vides et qui ce sont en fait souvent des assureurs qui sont derrière. Alors, ça vient répondre à un vrai besoin qui est des difficultés d'accès à la couverture complémentaire santé pour une fraction de la population sur une commune, mais alors ça s'étend maintenant au département, aux régions. Voilà, des personnes qui n'ont pas accès à la complémentaire santé solidaire, qui sont juste au-dessus et qui ne peuvent pas, clairement, souscrire à une complémentaire santé. Donc il y a un vrai besoin. Il y a le maire de la commune constate qu'il y a ce besoin et il se dit est-ce que je ne créerais pas une mutuelle communale, sachant que du coup il ne fait que la créer. Donc il a le dividende politique de créer quelque chose pour ses administrés et ensuite le risque est porté par donc une dite mutuelle communale. Et en fait le problème, alors on a très peu, c'est une bonne question, mais on a très peu de retours et d'évaluation de ces mutuelles communales. Ce qu'on sait, c'est qu'à chaque échéance municipale, on sait qu'il va y avoir de nouveau des promesses en la matière. Ce qu'on voit, c'est que ce que moi j'appelle la première génération de mutuelles communales qui avait achalandé le maire et son équipe municipale avec des tarifs très bas, des propositions très cheap, voilà. Au bout de 1, 2 ou 3 ans, c'était des augmentations de cotisations à 2 chiffres. Donc très souvent, ça ne fonctionnait pas. On a eu ensuite c'est moi aussi qui les appelle comme ça, des mutuelles de deuxième génération qui étaient un petit peu plus intelligentes parce que beaucoup plus globales et intégratives, où là, il y avait une vraie discussion avec l'équipe municipale, où on se disait, le sujet, c'est pas uniquement de la solvabilisation de la dépense de soins, c'est aussi de l'accès aux soins, c'est aussi regarder comment on peut collectivement agir sur l'évolution de la dépense, donc il y a aussi de la prévention, et il y a aussi surtout comment est-ce qu'on collabore, on se coordonne avec les offreurs de soins du territoire et en général, les communes qui l'ont testé, c'était plutôt des communes qui avaient des centres de santé municipaux. Et donc là, on agit sur les tarifs en fait, quand il n'y a pas de dépassement d'honoraires, effectivement, la dépense de soins, elle est moins élevée. Et donc ça, c'est déjà un dispositif qui est un peu plus intéressant que le premier dispositif que j'ai décrit. Mais voilà, on est toujours au même... On revient un peu à ce qu'on a dit à plusieurs reprises, c'est que quand on est un acteur public et qu'on lance des appels d'offres, le prix est aussi important et c'est ce qu'on va regarder souvent en première intention. En résumé, ça ne peut pas créer de miracle assurantiel. Mais non, parce que c'est des risques. Surtout si ça conduit à une anti-sélection avec que des seniors. Ouais. J'ai oublié, dans les mutuelles deuxième génération, on ne se limitait pas uniquement aux habitants de la commune qui n'avaient donc pas de complémentaire santé, mais c'était aussi élargi au personnel communal. C'était donc avant la PSC territoriale. Donc là, c'était un risque on diversifiait le risque avec des actifs. Merci beaucoup. Pour prolonger, je vous annonce que demain matin à 9h, je vous conseille vraiment d'être présent pour écouter David Jaïs, l'essayiste, et qui nous bousculera sans doute en vous proposant sa vision du mutualisme du XXIe siècle, ce qu'il devrait être, ce qu'il pourrait être. On verra ça avec lui demain, mais en tout cas, je vous invite vraiment à être là demain matin pour l'écouter. Caroline.
Et toute la matinée, j'ai envie de dire, puisqu'on Et toute la suivra matinée, avec oui, c'est pas Innovation fini. Santé. Non, Donc, ça sera en tout cas vous une très bonne découvrirez les lauréates et lauréats de cette édition 2025. Donc soyez présents. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée. Oui, festive, je crois. Festive, je crois. Merci beaucoup. Et merci à nos intervenantes et nos Merci intervenants. à tous les quatre.